Même pas peur. Une fois n'est pas coutume, KH3 s'ouvre avec une belle séquence animée censée rappeler de façon visuelle les événements arrivés jusqu'ici. Difficile honnêtement de saisir tous les enjeux malgré la présence de cette cinématique parce qu'il s'est passé énormément de choses. Après quoi le jeu commence par un segment bien connu des habitués des jeux précédents, puisqu'il s'agit du fameux palier de l'éveil qui permet de se remémorer les commandes du jeu ou de les apprendre de façon narrative. On choisit également quel type de joueur on va être à travers deux choix. Le premier consiste à choisir entre la sagesse, la vigueur ou l'équilibre. Le deuxième entre être un gardien, un guerrier ou un mystique. Et en fait, ces deux choix-là vont conditionner, à mon avis, l'ordre dans lequel on acquiert les compétences et la progression dans les niveaux et l'expérience acquise. Voilà, ensuite on découvre donc la partie combat, et après quelques combats, on affronte un ennemi bien connu, des gens qui ont fait les jeux précédents. Après cela, nous nous retrouvons chez Yensid dans la tour mystérieuse afin de revivre les derniers moments de Dream Drop Distance, donc le jeu précédent, qui sont importants ces événements pour la mise en place de Kingdom Hearts 3. On retrouve Sora notamment qui n'a pas réussi à obtenir le pouvoir de l'éveil durant son examen. Il est invité à rendre visite à un héros qui a justement su retrouver ses pouvoirs perdus d'après le vieux mage. Sora réfléchit et s'aperçoit que Yensid parle sûrement d'Hercule. Du coup il se dirige vers le Colisée de l'Olympe. Les astres sont alignés et au moment où Sora se met en route, Hadès, de son côté, met en marche son plan pour s'emparer du mont Olympe tout en détruisant la ville grâce à l'aide des titans de roche, de glace, de feu et de vent qui reprennent donc évidemment les créatures mythologiques mais aussi parfaitement celles du film de Disney de 97 qui se mettent donc à attaquer la ville et à exécuter les ordres d'Hadès. Maléfique ainsi que Patibulaire, deux personnages Disney qui poursuivent leurs propres objectifs, arrivent et demandent à Hadès justement où se trouve une certaine boîte noire censée contenir le livre des prophéties. À ce stade, on se demande si Maléfique parle du coffre confié à Lushu par le maître des maîtres dans Kingdom Hearts Back Cover, l'espèce de moyen métrage qui était disponible sur la compilation 2.8. Mais comme ces événements se sont déroulés des dizaines d'années auparavant, voire même plus longtemps que ça, le fait qu'elle soit au courant de l'existence de tels objets reste pour l'instant un mystère total qui sera à mon avis expliqué plus tard. Sora finit par tomber sur Hercule, littéralement, en pleine ville de Thèbes. Commence alors un long passage assez linéaire qui consiste à traverser la ville en sauvant des citoyens grecs. En avançant de combat en combat, on finit par arriver dans un jardin où il est possible de ramasser des cèpes par groupe de 3, un hommage aux champignons à ramasser sur l'île du destin dans le premier opus. Bon, en vrai, ça n'a probablement aucun rapport, c'est juste que mon cerveau est en ébullition, donc il est possible qu'au fil des vidéos, je trouve des indices et des clins d'œil là où il n'y en a pas. Il y en a un avéré par contre pour les mythologues, où il s'agit d'à nouveau casser le talon d'Achille sur une statue pour libérer un passage vers un coffre qui contient un anneau magique. Bon, ok, j'arrête. En progressant, Sora tombe lui aussi sur le duo maléfique Pat qui indique être occupé à chercher la fameuse boîte et qu'ils n'ont pas le temps pour un 2v3. Pat recommande par contre à Sora de se préparer pour la prochaine fois. Au milieu des flammes, le trio tombe sur une curieuse marque, symbole d'un empire colossal spécialisé dans le divertissement et accessoirement sceau du roi Mickey. Rien à faire pour l'instant, mais il faudra sûrement revenir avec la capacité adéquate. Encore plus loin, Sora tombe sur Xigbar, le bras droit de Xehanort, le grand méchant du jeu, et dont le plan est d'utiliser les ténèbres pour déclencher une nouvelle guerre des Keyblade, un événement majeur qui s'est produit à peu près au moment où le maître des maîtres a confié la fameuse boîte noire que Maléfique cherche à Lushu.
Il s'agit d'une guerre où bon nombre de maîtres de la Keyblade ont perdu la vie en essayant de défendre la lumière ou de se l'approprier. Bref, il est juste de passage et indique à Sora de trouver les cœurs qui lui sont liés pour pouvoir accomplir sa destinée. Dans le centre-ville, nos héros tombent sur un sans-cœur imposant, l'occasion de découvrir une spécificité de gameplay liée à Kingdom Hearts 3, les attractions. Le nom n'est pas anodin, il s'agit de générer vraiment un gros manège qui n'est pas sans rappeler ceux des parades nocturnes des parcs à thème Disney. Il y en a plusieurs, et pour ce coup-ci, c'est le bateau pirate à balancier qui se charge d'infliger de lourds dégâts à l'ennemi. Après avoir mis tout le monde en sécurité, il est temps de gravir le mont Olympe pour stopper Hadès. Ce côté couloir qui n'était pas présent dans les autres jeux de la série est compensé par la grandeur des niveaux de chaque monde. Ils sont immenses et il est plus facile que jamais de rater les trésors cachés. Certains murs invisibles ont disparu et bien que cela soit moins violent que dans Dark Souls, les plus curieux devront sûrement reprendre l'ascension de quasiment zéro. Il s'est passé quelque chose de curieux dans ma partie. En essayant de me transformer, je n'ai pas atteint la seconde forme, qui est une transformation permettant à Sora d'enchaîner des combos plus agressifs, mais la non-forme, une transformation aléatoire qui ne se contrôle pas et qui fait se battre à main nue une ombre de Sora. Cette forme n'est pas rendue possible par la tenue confectionnée par les fées que Sora porte, mais par les ténèbres du cœur du Sora. Il est donc très intéressant pour plus tard, à mon avis, que cette transformation soit toujours dans KH3. En poursuivant l'escalade, on finit par tomber sur le titan de roche qui profite d'être plus haut perché pour envoyer des gros cailloux dans le visage. Pendant cette session de bowling improvisé, la nuit tombe et mène au premier gros boss du jeu, le titan de roche donc. Le combat est titanesque, c'est le cas de le dire, mais même si Sora a oublié certaines aptitudes, il possède toujours le pouvoir de l'amitié, ce qui lui permet de triompher. Une nouvelle attraction est disponible, le train, qui donne lieu à une séquence exaltante. Le repos est de courte durée, il reste en effet 3 titans tout aussi dangereux et puissants à éliminer. Aux portes de l'Olympe, les héros doivent désormais atteindre le zénith pour mettre un terme à ce cataclysme. Construit comme un hub, l'endroit possède de nombreux recoins à fouiller et il faudra sûrement revenir pour révéler tous les secrets. À titre d'exemple, une forge cachée permet, après une énigme basique, d'améliorer la targe de Dingo. Autre exemple, ce cadeau olympique qui peut être verrouillé, donc avec lequel il devrait être possible d'interagir, mais ça n'a rien donné, donc il faudra sûrement revenir avec, là encore, une nouvelle capacité. Pour atteindre le sommet du mont Olympe, il est nécessaire de maîtriser l'agilité, une technique difficile à utiliser, mais qui permet de faire des sauts démesurés. Le potentiel est intéressant, mais l'heure est à la bagarre. Une fois battus, les titans sont mis en déroute par Zeus, puis envoyés dans l'espace par Hercule. Hadès est exaspéré et contraint de s'enfuir. C'est la fin du mont Olympe qui donne lieu à une mise en jambe très prometteuse pour la suite. Nous obtenons une nouvelle Keyblade, enfin un nouveau porte-clés pour notre Keyblade afin de pouvoir la transformer, et surtout, il n'y a pas de serrure à verrouiller cette fois-ci. Avant de quitter définitivement les lieux, nous retrouvons Maléfique et Patibulaire, toujours en pleine recherche de la fameuse malle noire. Ils tombent effectivement sur une boîte, celle de Pandore, mais comme ce n'est pas la bonne, ils n'y touchent pas, le tout sous les yeux de Xigbar qui semble au courant de leur projet. Pendant ce temps, le roi Mickey et Riku, l'ami d'enfance de Sora, partent dans les abysses, le Dark World, composé uniquement de ténèbres, afin de retrouver Aqua, une amie de Mickey qui a notamment sauvé Riku. Elle est essentielle pour anéantir Xehanort, donc la sauver est crucial. Malheureusement, tout ce que le duo trouve lors de cette recherche est un combat musclé contre une horde de sans-cœur, ce qui endommage leur Keyblade. Ils doivent rentrer. Tout le monde s'est réuni chez Yensid afin de faire le point. Rencontrer Hercule n'a malheureusement pas permis à Sora de révéler le pouvoir de l'éveil en fouillant lui. Mickey indique avoir besoin de nouvelles Keyblades avec Riku pour pouvoir avancer dans le monde des ténèbres. Yensid lui suggère donc d'aller voir Merlin qui entraîne Lee et Kairi, d'autres amis du groupe qui s'entraînent justement à manier leur propre Keyblade.
Avant de partir, Yensid marmonne une phrase « Que votre cœur soit la clé qui vous guide ». L'équivalent en Kingdom Hearts du fameux « Que la force soit avec toi ». Cette phrase peut sembler anodine, mais elle aura son importance puisque Dingo a indiqué que Yensid la murmurait avant chaque départ en mission, mais ni Donald ni Sora ne s'en souvenaient. Par ailleurs, ce dicton date justement de l'époque du maître des maîtres, de son disciple Ushu, du coffre qui lui a été confié et de la guerre des Keyblade. Mais pour avoir le fin mot de cette histoire, il faudra attendre la prochaine fois.